Alors, je suis donc Emmanuel Euzet. Merci à Florian, merci au TAO de m'inviter. Merci d'inviter un diététicien à faire partie de ce congrès. Je pense que c'est intéressant et je vais essayer de faire en sorte de vous montrer l'intérêt que peut avoir la prise en charge nutritionnelle du diététicien en oncologie. Florian m'a chargé de parler de la perte de poids. En tant que diététicien, je suis censé être au top vis-à-vis de la perte de poids. Ce n'est pas ce qui est le plus évident en oncologie et on essaie plutôt de faire l'inverse. Tout simplement, dans ce topo, j'ai essayé de faire en sorte de prendre les différentes étapes de la prise en charge du patient en oncologie, au diagnostic, la perte de poids au diagnostic, pardon, la perte de poids pendant le traitement et la perte de poids une fois que le traitement est passé. Au diagnostic, on a un hypercatabolisme, ça tout le monde le sait. L'hypercatabolisme, il est dû aux facteurs tumoraux, le TNF-alpha notamment, qui va amener à une lipolyse. Donc on va avoir des besoins en énergie qui vont être majorés. Le TNF-alpha va aussi amener à une lyse des protéines musculaires. On va avoir des besoins en protéines qui vont être majorés. On a aussi une action du TNF-alpha via les cellules tumorales sur le cycle de Cori, avec, via la lactate, la formation au niveau hépatique de glucose qui va être redistribuée après et réutilisée dans le muscle, qui va nécessiter une dépense énergétique. Donc on a un hypercatabolisme qui est très important dès le début de la maladie. À cela, il y a une étude qui est sortie l'année dernière, en 2014, par Serkan, qui montre que la PTH-RP, qui est élevée dans les hypercalcémies qu'on peut rencontrer assez régulièrement en oncologie, a une incidence aussi, quelle que soit la calcémie, c'est-à-dire qu'on peut se rendre compte que cette hormone est élevée chez ces patients en dehors de toute calcémie, qui montre que ça a une action au niveau du tissu adipeux blanc, qui va amener à du tissu adipeux bruni, et cette action amène à une thermogénèse, amène à majorer la dépense énergétique. Donc il y a différentes voies, celle-là fait partie des dernières, a priori d'un point de vue pharmacocinétique, il y aurait peut-être éventuellement des possibilités médicamenteuses de jouer sur cette voie. Selon les recommandations, et au vu de cet hypercatabolisme, selon les recommandations de la SFNEP, c'est connu, on a 30 à 35 kcal par kilo de poids, 1,2 g à 1,5 g de protéines par kilo de poids. En gros, on a une dépense énergétique qui est majorée de 5 à 10% par rapport à une période normale. L'hypercatabolisme est associé aussi à une anorexie cancéreuse, c'est-à-dire qu'on a une augmentation et une majoration des besoins, mais on a une diminution des apports. Au niveau des noyaux arqués de l'hypothalamus, on a le facteur tumoral TNF-alpha qui va agir sur la gréline qui amène à la faim et de manière aussi importante sur la leptine qui amènera à la satiété. Il y a des médicaments pour ça, et notamment un qui fait l'objet d'études et qui a la possibilité peut-être, en tout cas en France, dans quelques temps, d'obtenir une AMM. En tout cas, il y a une indication. Donc on a une diminution de la faim. Associé à ça, il y a aussi un seuil de satiété qui va être élevé, c'est-à-dire que comparativement à un individu sain, un patient qui aura un cancer aura un seuil de satiété qui sera plus élevé. Il arrivera à satiété plus vite, ce qui peut amener aussi à faire en sorte qu'à partir du moment où il aura vu que dans son assiette, eh bien, il aura moins mangé que d'habitude, il va essayer de se forcer à manger. Le fait de se forcer à manger peut amener aussi à ce qu'il puisse y avoir un écœurement ou un dégoût de la nourriture. En tout cas, il va y avoir un rapport qui sera changé avec l'alimentation. Enfin, on a une protéolyse musculaire, c'est ce dont je discutais tout à l'heure, avec différentes voies. Et encore ce facteur tumoral, le TNF-alpha, qui va jouer sur la protéolyse musculaire. On a la myostatine. Et puis, dans les dernières molécules qu'on peut avoir dans la prise en charge en oncologie, on a aussi la voie des mTOR. Alors, les médicaments à l'heure actuelle agissent sur la voie des mTOR, mais en amenant plutôt à une lyse protéique. Et donc, ça peut majorer, en tout cas, la fonte musculaire. Néanmoins, on se pose au diagnostic. Vous voyez le patient au début du traitement, enfin, il n'y a pas encore de traitement, il est naïf de tout traitement, il y a une lyse musculaire, il y a un hypercatabolisme, et il y a une diminution de la faim avec une diminution des apports, une diminution des ingestats. Pour un patient de 70 kg, les recommandations de la SFNEP, 30 à 35 kcal par kilo de poids, 1,2 g à 1,5 g de protéines par kilo de poids, ça fait 2100 à 2450 kcal, on a 84 à 105 g de protéines nécessaires à atteindre quotidiennement.
Alors je vous ai montré là quelques équivalences protidiques pour vous montrer à peu près ce que ça peut faire sur une journée. 100 g de viande, c'est 15 à 20 g de protéines, 100 g de poisson, 11 à 16 g de protéines, un yaourt, c'est 5 g, une part de fromage, 7 g. Si on le rapporte à ça sur une journée type, on va avoir un petit déjeuner avec un produit laitier, c'est pas systématique, du pain, c'est pas systématique, tout le monde ne fait pas le petit déjeuner, et un déjeuner, un dîner où on aura un plat protidique avec 150 g de viande, de poisson ou d'œufs, des féculents, un produit laitier. Donc des apports qui sont quand même assez importants si on considère que ces patients ont une satiété qui est majorée, si on considère que ces patients n'ont pas faim, les apports protéiques quotidiens vont être inférieurs aux besoins et les apports énergétiques vont être difficiles à atteindre. C'est quasiment une certitude. De ce fait, ça peut amener à comprendre que la prévalence de la dénutrition en oncologie, elle soit sensiblement la même au cours des années, de 1980 à 2005 et encore dernièrement, 2014, on a une prévalence importante avec au diagnostic 40% de patients qui sont dénutris dès la première prise en charge. Alors est-ce que c'est une fatalité ? Je suis convaincu que non en tant que diététicien parce qu'on a un intérêt, encore une fois, et je vais essayer de faire en sorte de vous le démontrer par la suite. On n'a pas... Ça me permet de vous donner de la force. Alors, une fois que le diagnostic est posé, en tout cas, il y a un premier rendez-vous chez l'oncologue ou chez le radiothérapeute, où ce patient, a priori, 40% de patients seront dénutris. Ce patient, une fois qu'il a reçu le diagnostic, une fois qu'on lui a dit quel était le schéma, quel était le protocole qu'il allait avoir sur les mois à venir, il peut se poser des questions sur quel est l'impact que lui peut avoir sur la prise en charge de la maladie. Les aliments font partie des choses pour lesquelles le patient a un impact. En tout cas, il est seul maître de ce qu'il mange. Le rôle des aliments, il a un rôle nourricier de maintien de vie. À partir du moment où le patient a un cancer, où on lui dit qu'il a un cancer, ce rapport va changer. Beaucoup me rapportent que s'il mange certaines choses, ça va amener à nourrir les cellules cancéreuses. On a un rapport hédoniste normalement à la nourriture qui est changé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a une satiété qui est beaucoup plus précoce, et donc de ce fait, il va y avoir un effort qui va être important. Donc l'hédonisme, quand il y a un effort, il est fortement diminué. Et puis un rôle social et d'identification, en ce sens où, souvent, et particulièrement en France en tout cas, on peut manger et on mange en société, et il y a un regard inquisiteur de l'entourage sur la prise alimentaire qui est très difficile, en tout cas pour les patients, parce qu'ils se sentent épiés, ils se sentent considérés, ils ont ces difficultés, ils savent qu'ils doivent manger, et pour autant, on leur dit qu'il faut se forcer. De ce fait, ce rapport alimentaire changeant va amener à ce qu'ils puissent regarder autour d'eux, et dans les médias notamment, quelle action ils peuvent avoir sur l'alimentation. Et ce qu'on trouve en ce moment, en gros, et en tout cas c'est ce sont les questions que l'on me pose lors des premières consultations, c'est est-ce que je peux jeûner, parce que dans la littérature, dans les médias, sur Arte, sur Internet, on amène à ce que le jeûne, en tout cas, est montré comme si ça pouvait avoir un intérêt dans la prise en charge en cancérologie. Alors en ce moment, les études montrent que cherchent à montrer que ça pourrait avoir un intérêt dans les effets secondaires des traitements. En tout cas, il n'y a aucune efficacité dans la prise en charge tumorale. Une alimentation sans lactose, une alimentation sans gluten, qui n'ont pas montré, en tout cas dans la littérature, il n'y a rien qui a montré que ça avait un intérêt d'avoir une alimentation sans lactose ou une alimentation sans gluten. Les régimes cétogènes, notamment pour les gliomes, où on sait que le cerveau se nourrit essentiellement de sucre, et donc de ce fait, le fait d'amener à une alimentation cétogène peut amener à ce que ça puisse éventuellement avoir une incidence sur la prolifération cellulaire, la prolifération tumorale. Pour l'instant, les études elles sont faites chez les souris, et en tout cas, ça n'a pas été démontré chez l'homme. Et puis une alimentation pauvre en polyamine, qui a été faite par une équipe de Brest il y a quelques années, qui avait démontré que ça pouvait éventuellement avoir un intérêt dans la douleur, sinon pas vraiment démontré que ça pouvait avoir un intérêt dans la prolifération des cellules tumorales. Ces informations-là, toutes ces informations-là, si le patient les suit, on va avoir systématiquement une baisse des apports caloriques et une baisse des apports protidiques.
un jeûne, par exemple, sur une chimiothérapie qui se fera toutes les 3 semaines. Les études à l'heure actuelle, c'est 72 heures de jeûne, 24 heures avant, le jour de la chimiothérapie, 24 heures après. Une chimiothérapie toutes les 3 semaines, ça fait 1 jour sur 7 en gros de jeûner. Ça a un impact dans la prise en charge, dans les apports caloriques. Ça a un impact dans les apports protidiques. Une chimiothérapie tous les 15 jours, de la même façon, ça va avoir un impact beaucoup plus important. Une chimiothérapie hebdomadaire, nettement plus. Et alors une prise quotidienne, c'est pas possible d'en parler. L'alimentation sans lactose, comme je vous ai montré tout à l'heure, les produits laitiers ont des apports en protéines qui sont intéressants et qu'il faut considérer parce que ça va faciliter le fait d'atteindre ces besoins nutritionnels. 1,2 g à 1,5 g de protéines, c'est des besoins minimum. Il faut au minimum atteindre ces besoins. En temps actuel, c'est déjà pas ce qu'il y a de plus évident. À partir du moment où on a cette perte d'appétit, c'est encore beaucoup plus difficile. Donc c'est un frein encore plus important que d'amener une alimentation sans lactose. Une alimentation sans gluten, on aura une perte énergétique parce qu'on va se priver de féculents. Et un régime cétogène, on amènera à une diminution des apports en glucides qui aura aussi une perte énergétique. Encore une fois. Pendant le traitement désormais. Alors, pendant le traitement, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'au diagnostic, 40% des patients sont dénutris. Ces patients, vous allez les hospitaliser. Et ce n'est pas à l'hôpital qu'on a de l'alimentation, la nourriture 5 étoiles. Les repas, ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, malheureusement. Pour autant, on pourrait faire des progrès. Il y a une étude qui date de 2003 qui a été faite à la PHP qui montre que plus on passe de jours à l'hôpital et plus l'IMC diminue. Alors il y a différents facteurs, c'est une étude un peu fourre-tout qui montre que quelles que soient les pathologies, donc forcément en fonction des pathologies on pourra avoir des besoins nutritionnels beaucoup plus élevés. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est qu'en fait au final on se rend compte que 73% des patients ont une consommation calorique qui va être insuffisante et 85% ont des apports protidiques insuffisants. Ça veut dire que vous allez avoir des patients qui ont déjà 40%, pour 40% de ces patients, ils sont dénutris, ils vont arriver à l'hôpital, on va commencer un traitement qui va être bénéfique pour le cancer, pour leur tumeur. Néanmoins, on va amener à majorer le risque de dénutrition ou amener à majorer la dénutrition. On va commencer le traitement, chimio, radiothérapie. Pendant cette chimio, cette radiothérapie, les patients auront comme effet secondaire des nausées, des vomissements, des mucites, une perturbation du transit intestinal, c'est assez long, une perte d'appétit, des troubles du goût, de l'odorat, douleur lors de la prise alimentaire, et une modification du métabolisme protidique, notamment via certaines chimiothérapies qui jouent sur la voie des mTOR, avec une difficulté en tout cas de synthétiser des protéines. De ce fait, le traitement en lui-même va amener à majorer encore une fois cette perte de poids, sachant que dans la perte de poids, si on arrive à une cachexie importante, on arrivera à une cachexie réfractaire et de ce fait, la prise en charge nutritionnelle sera extrêmement difficile et on n'arrivera pas à faire grand-chose et à aider fortement ces patients. Donc il faut essayer de faire en sorte de les prendre en charge bien avant cette cachexie réfractaire. Ces patients ont des effets secondaires. On a une diminution de la synthèse protidique. On a une fonte musculaire. Cette sarcopénie majore les toxicités déjà énoncées auparavant. Donc de ce fait, on va se retrouver avec une augmentation encore plus importante des effets toxiques de la chimiothérapie et par conséquent une sorte de cycle où on va avoir des patients qui vont encore plus être à même de perdre du poids. Excusez-moi, j'ai eu un souci dans la translation sur PowerPoint. L'impact que ça peut avoir, vous allez commencer les traitements, on a une perte de poids récente, on sait que ça a une valeur pronostique indépendante de l'IMC, et surtout la dénutrition qui est très importante, va amener à une augmentation du risque d'infection nosocomiale, va amener à une diminution de la réponse à la chimiothérapie, c'est-à-dire qu'on commence un traitement et on sait que de toute façon, on aura une efficacité qui sera moindre. Et une augmentation de la mortalité après la chimiothérapie. C'est-à-dire que ces patients pour qui éventuellement on aura traité le cancer, on aura une mortalité aussi qui sera indépendante. C'est totalement indépendant, en tout cas du traitement, en tout cas du pronostic du traitement en lui-même.
ça a un impact très important sur la prise en charge. Et il faut vraiment le considérer en plus de la considération du traitement. Je me répète. Après le traitement. Après le traitement, chez ces patients qui ont une radiothérapie ORL, par exemple, on va avoir la nécessité d'une mise en place d'une nutrition entérale. Nutrition entérale qui ne va pas s'arrêter à la fin de la prise en charge, à la fin de la radiothérapie. Une nutrition entérale pour les patients pour lesquels on aurait une chirurgie importante. Et donc, de ce fait, il va falloir faire en sorte de les accompagner pour amener au sevrage de la nutrition entérale ou parentérale quand cela est possible. S'il n'y a pas d'accompagnement, on peut fortement penser que ce sevrage va se faire de manière totalement anarchique et va amener à majorer une perte de poids. Une perte de poids si elle est déjà présente, et a priori quand il y a une nécessité de mise en place d'une nutrition entérale ou parentérale, c'est rare quand c'est préventif et que la perte de poids est minime, c'est souvent fait quand il y a une perte de poids qui est déjà prépondérante. Donc c'est souvent fait chez des patients qui sont déjà dénutris. Donc il y aura un sevrage qui sera d'autant plus difficile parce qu'il y aura aussi un rapport alimentaire chez ces patients qui sera changé. Il y aura une douleur lors de la prise alimentaire, il y aura un changement de goût, il y aura des difficultés, l'hédonisme vis-à-vis de la prise alimentaire, il ne sera plus. Une adaptation des repas, c'est-à-dire qu'en dehors de toute nécessité d'une alimentation artificielle, il va falloir une adaptation de la prise alimentaire chez ces patients qui ont une asialie qui peut être ad vitam. On considère qu'a priori, après passer 2 ans sans récupération, on peut considérer que l'état sera stable et que la salive restera dans les mêmes proportions. Un trismus, des difficultés d'ouverture buccale qui vont amener à ce que, même si le patient a priori peut bien déglutir, même s'il n'y a pas spécialement d'asialie, il pourra mettre une cuillère dans la bouche, et encore une cuillère parfois c'est déjà pas mal. Et donc de ce fait, il faudra adapter la texture des repas. Des troubles de la déglutition, avec la nécessité d'un orthophoniste pour pouvoir tenter de majorer la déglutition, en tout cas les facilités de déglutition de ces patients, mais aussi qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle adaptée pour amener à ce que le patient sache, en fonction de la texture des repas que l'orthophoniste aura proposé, en fonction des évolutions de la déglutition qui seront possibles, quelle préparation culinaire le patient pourra faire pour amener à ce qu'il ait assez d'énergie. Et enfin, une malabsorption post-chirurgie ou une malabsorption post-radiothérapie avec des grêles courts, avec des grêles radiques qui peuvent arriver de nombreuses années après, où il faut une nutrition parentérale a priori, et puis une nutrition parentérale qui est quand même assez spécifique, et qui sera propre à chacun, avec des personnes qui sont dédiées et des centres qui sont spécialisés dans cette prise en charge de nutrition artificielle, de nutrition parentérale au long cours. En dehors de ça, on a aussi des stomies, des colostomies, des iliostomies qui amènent à une malabsorption et qui amènent à ce qu'il faille, en fonction des apports et en fonction des sorties, en tout cas des bilans azotés, s'il faut qu'il faille majorer ou non et utiliser une nutrition parentérale ou pas. Le seul point, et je rejoins sans doute ce qui aurait été dit avant, où la perte de poids elle est nécessaire et elle est installée, mise en place en tout cas par l'équipe médicale, c'est dans le cadre des cancers gynécologiques, en tout cas du cancer du sein, où il y a une nécessité chez les patientes en surpoids ou obèses, d'avoir une prise en charge nutritionnelle pour amener à une perte de poids. Selon les recommandations de l'HAS. Les recommandations de l'HAS. Je ne peux pas faire autrement. Bon, vous, oncologue, radiothérapeute, vous vous dites c'est intéressant, j'espère. Je vais prendre en charge la nutrition. On peut considérer qu'une consultation nutritionnelle, c'est en gros, la première consultation, c'est 1 heure. Et puis le suivi, c'est 15 minutes à 1 heure. Alors le premier jour, vous allez prendre en charge un patient, 2 patients, vous allez faire 1 heure auprès de cette personne. Et je pense que sur la longue, ça ne va pas être possible du tout. Matériellement, d'un point de vue personnel, ce n'est pas possible que vous passiez du temps, et vous avez des choses beaucoup plus intéressantes à faire, que vous vous occupez de la nutrition. Faites confiance. La prise en charge nutritionnelle en France, c'est facile. On ne peut pas le faire, donc on va le déléguer. Très bien. En France, à peu près en 2012, il y a à peu près 7000 diététiciens. Il y a 350 000 nouveaux cas de patients atteints de cancer. Ça veut dire que ça fait un ratio de 1 diététicien pour plus de 50 nouveaux patients.
Quand on parle des 7000 diététiciens, c'est des diététiciens qui travaillent dans les cuisines, ce sont des diététiciens qui travaillent à l'hôpital, des diététiciens qui travaillent en clinique, qui travaillent en prestation, qui travaillent pour les mairies. En gros, le ratio de diététiciens qui travaillent en oncologie ou en radiothérapie, ce n'est pas 7000, loin de là. Et quand les diététiciens travaillent dans des centres ou dans les services d'oncologie ou de radiothérapie, ce ne sont pas systématiquement des temps partiels, des temps pleins, pardon. À la PHP, c'est intéressant de savoir, j'y travaille. On a 35 000 nouveaux cas, 35 642 patients, nouveaux cas de patients en 2014. J'ai demandé d'avoir un retour de l'ensemble des postes de diététiciens à l'assistance publique, 373 en 2010, 375 aujourd'hui en comptant les cadres. Quel que soit le service dans lequel les diététiciens travaillent, ce qui fait un diététicien pour 95 nouveaux patients. C'est pas possible, on ne peut pas. Il faut nous faire confiance, néanmoins, on ne peut pas. Quels que soient les différents plans cancer. Jusqu'alors, il y a eu 3 plans cancer en France. L'impact nutritionnel et la prise en charge nutritionnelle, en tout cas, n'a pas permis, c'est ce qu'on voit dans la dénutrition, d'amener à une prise en charge, d'amener à une évolution de la dénutrition. En conclusion, on connaît les raisons. Alors, il y en a d'autres, bien sûr, qui vont être à démontrer et qui sont en cours. On sait que ça a une incidence sur le pronostic, on sait que ça a une incidence sur les traitements. On n'a pas des super pouvoirs, on est diététiciens, parce qu'on n'est pas assez nombreux. Néanmoins, aussi parce qu'on n'est pas assez formés. Juste pour conclure, à la PHP, il y a un protocole un groupe de travail qui s'est fait cette année avec des résultats qui vont avoir lieu en décembre au clan central, qui vont mettre en avant les différents protocoles qu'on n'a pas essayé de mettre en place. On l'a proposé aux différentes collégiales, que ce soit d'oncologie ou de radiothérapie. Associé à ça, il va y avoir une délégation, en tout cas on va tenter d'amener à des délégations de compétences pour faire en sorte que des diététiciens qui aient une formation à certains diplômes, notamment le diplôme de nutrition artificielle, et une mise en place, ou en tout cas une présence dans différents centres référents de nutrition artificielle, pour que vous puissiez, vous, oncologues, vous, radiothérapeutes, vous appuyer sur nous dans les bonnes conditions, avec des personnes qui soient formées. Dans l'idée, ça peut générer un peu d'argent pour ces consultations qui sont faites de nutrition artificielle, et amener à ce que la place du diététicien puisse, il y a toujours une question d'argent en tout cas, jusqu'alors le diététicien est considéré comme un coût et pas une valeur ajoutée. Le fait d'avoir cette possibilité de prescription permettrait de pouvoir générer de l'argent et peut-être permettrait de pouvoir amener à ce qu'il y ait beaucoup plus de diététiciens, en tout cas un nombre conséquent et qui correspondrait aux besoins. Néanmoins, il n'y a pas que les diététiciens, on a besoin de vous, on a besoin des infirmiers, on a besoin de l'ensemble des équipes. Merci. Thank you, Emmanuel. It was such a broad topic that's relevant. Merci, Emmanuel. C'est un sujet central qui est pertinent pour tous les aspects de l'oncologie. J'ai quelques questions. Quelles sont vos recommandations? Comment prenez-vous en charge le risque d'aspiration après un traitement pour cancer de la tête et du cou? Systématiquement, je travaille en radiothérapie et en oncologie. On essaie de faire en sorte que pour tous ces patients, il faut qu'il y ait une évaluation nutritionnelle qui se fasse dès le diagnostic, en tout cas dès la prise en charge de ces patients, puisque la majeure partie du temps, ces patients qui ont, cette localisation amène à des difficultés, nutritionnelles, à une diminution des ingestats. Donc dès le début, il faut qu'il y ait une prise en charge nutritionnelle. On peut considérer souvent qu'il y ait une nécessité d'une nutrition entérale chez ces patients, si cela est possible, et qu'il y ait une nutrition, en tout cas une mise en place de gastrostomie qui doivent être systématiques, on pourrait penser ça, pour tout traitement en radiothérapie, parce qu'on sait très bien que ce traitement de radiothérapie va amener à une difficulté de manger. Et comme je vous disais tout à l'heure, le simple fait d'amener à une difficulté, d'amener à une douleur, va amener aussi, outre le fait qu'on va avoir une diminution des apports, va amener à garder en mémoire ces difficultés de manger, cette douleur au moment du repas, cette souffrance qui par la suite seront très difficiles. C'est-à-dire qu'on peut aussi, il faut qu'il y ait un accompagnement au moment du sevrage de cette nutrition entérale,
Mais il peut y avoir, en dehors de toute difficulté physiologique, une considération psychologique chez ces patients qui pourrait peut-être être différente si il y avait l'appui rapide et facile de cette nutrition entérale. Je ne sais pas si j'ai répondu. Yeah, I think so. But basically, En fait, une partie de l'équipe oncologique pour les cancers de la tête et du cou, c'est exactement ce qu'on recommande. Donc, on est complètement d'accord avec vous. Sur le surpoids. Ouais. Mais en fait, j'ai un commentaire et des questions. Des questions auxquelles personne n'a de réponse, donc ça va être très pratique. Le premier commentaire, c'est que sur le surpoids après cancer du sein, je reste, parce que c'est quand même le cancer du sein essentiellement, on est en train de le remontrer là avec la cohorte Nutrinet, on le voit un peu dans les cancers coliques, mais moins. Et on le voit aussi dans les cancers de la prostate, mais plus sous forme de syndrome métabolique. Et ce qui est étonnant, c'est de voir qu'après toutes ces années, on n'a aucune idée claire de la physiopathologie de ce surpoids. Et c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, donc je ne peux pas tout dévoiler, mais ce qu'on voit, c'est que d'abord, il y avait quelques anciens travaux qui montrent que dans les surpoids après cancer du sein, il y a une sarcopénie. Alors, il y a très peu d'études de composition corporelle qui ont été faites, mais le peu qu'il y a eu montré que l'obésité après cancer du sein était une obésité sarcopénique. Et ce dont j'ai été surpris quand on en a reparlé au congrès du Résonac, j'y repensais en voyant le papier de Pierre Sénès, c'est la proportion de patients, comment dirais-je, sarcopéniques dès le diagnostic, y compris dans des cancers localisés. Et on constate en fait qu'il y a bien souvent dans des cancers localisés, sains ou autres, une association surpoids sarcopénique qui est présente dès le diagnostic. Nous, ce qu'on a montré, c'est que, alors c'est pas publié encore, c'est que dans la prise de poids en cancérologie, c'est souvent des déterminants liés au mode de vie avant cancer qui expliquent la prise de poids. Il n'y a pas que la désadaptation et la question du traitement. Mais moi, je me demande, quand je regarde cette histoire de sarcopénie et de surpoids, d'obésité sarcopénique, si finalement, en fait, il n'y a pas un continuum et des mécanismes qui sont extrêmement prononcés en phase métastatique, mais qui existent peut-être beaucoup plus tôt qu'on imagine, en phase localisée, avec des syndromes paranéoplasiques qui sont mal compris, des sécrétions de protéines de l'inflammation. Je voudrais faire un parallèle, alors c'est sûrement un peu osé, mais c'est pour alimenter la réflexion. Si on regarde l'histoire du chemobrain, dont la physiopathologie n'a pas été très bien comprise, où on retrouve des sécrétions d'interleukine 6, de TNF-alpha, avec un lien de causalité qui n'a pas été là non plus très clair. Ce qui ressort quand même de la littérature aujourd'hui, c'est que le chemobrain, il n'est peut-être pas chémo du tout, puisqu'en fait, il existe avant le traitement chez la plupart des patients qui en ont un, et il s'aggrave son traitement. Donc je me demande si tous ces phénomènes-là, en fait, n'ont pas une origine bien plus antérieure que tout ce qu'on a imaginé jusqu'à présent. Après, un dernier point, comment faire une fois qu'on a cassé du muscle? Empiriquement, moi, s'il y avait quelque chose que j'aurais envie de faire, ce serait d'associer une prise en charge nutritionnelle, sûrement des actions pharmacologiques, parce qu'on voit bien que les mécanismes en cause... imaginez qu'on va chez des patients qui ont des activations de voies de signalisation intracellulaire qui mènent à l'apoptose des cellules musculaires. Imaginez qu'en donnant une alimentation hypercalorique, on va corriger ça. C'est du même ordre de grandeur qu'imaginer qu'on va faire grandir les enfants en donnant des yaourts. C'est une condition nécessaire mais non suffisante. Et je pense qu'il faut sûrement réfléchir à une prise en charge nutritionnelle, sans doute pharmacologique et également activité physique si on veut faire du muscle. C'est un peu le genre de choses sur lesquelles nous, on a envie de travailler. Donc, voilà, je vous avais dit que c'était des questions auxquelles il n'y a sûrement pas de réponse à l'heure actuelle, mais c'est les réflexions que nous, on se pose actuellement à Bobigny. Je suis d'accord. Merci. Any questions from the audience? Y a-t-il des questions du public? Une, deux?
Oui. De Caroline du Nord. Je voudrais clarifier un point. Nous avons le même problème avec le manque de soutien des nutritionnistes. Ils ne sont pas assez nombreux. Je pense que c'est pour la même raison que vous avez mentionnée. Ils ne sont pas perçus d'une manière appropriée en termes de coûts et autres. À l'heure actuelle, c'est le manque de médicaments aussi qui représente un problème pour aider le patient à manger suffisamment. Ce serait important pour nous permettre de progresser. Est-ce que vous avez des inventions du point de vue du régime qui, à l'aide d'un médicament, ont permis au régime de fonctionner mieux que le régime seul? Et puis pour ce qui est la question de sarcopénie, aussi bien pour le patient obèse que celui qui souffre de malnutrition, quelles études avez-vous menées et quels sont les bénéfices qui sont ressortis de vos études? Merci. Alors, personnellement, je n'ai pas mené d'études, j'aimerais bien, et je suis à même, pour tous ceux que cela intéresse, s'ils le souhaitent, travailler avec eux. Dans les études que j'ai vues, en tout cas sur et concernant les différents médicaments ou la prise médicamenteuse et l'intérêt de certains médicaments dans la prise de masse musculaire ou dans la prise de poids, il semble que effectivement il n'y ait pas associé une prise en charge nutritionnelle. Il n'y a pas de diététicien, il n'y a pas de nutritionniste dans ces études, à ce que je sache. Et donc de ce fait, on ne peut pas effectivement voir pour l'instant quelle est la part ou s'il y a une majoration, s'il y a une catalyse, de certaine sorte, dans la prise de poids, s'il y a à la fois un traitement médicamenteux et une prise en charge nutritionnelle. Ça, je ne peux pas le dire, mais ça peut être très intéressant. Il faut demander au laboratoire de nous faire travailler. Ça peut être aussi une voie, effectivement, pour nous d'amener une certaine reconnaissance et d'amener à ce que, financièrement parlant, ça puisse se faire. Après, il y a des études, il y a une étude en radiothérapie qui a été faite sur l'impact de la prise en charge nutritionnelle en radiothérapie, qui montrait que, en fait, à partir du moment où les patients avaient une prise en charge nutritionnelle via un diététicien versus des patients sans prise en charge nutritionnelle, on avait un gain dans l'absorption de protéines. Il y avait une majoration des apports protéiques. Donc on montre qu'effectivement l'impact en tout cas de la prise en charge nutritionnelle, elle peut avoir un intérêt. Néanmoins, ces études, effectivement, elles sont assez peu nombreuses et je pense que c'est révélateur de toute façon de ce qui se passe actuellement. C'est que, alors je ne sais pas si c'est la considération, ou en tout cas la considération elle peut être légitime étant donné les études qui ont lieu en France et qui nécessitent d'avoir une majoration ou en tout cas une amélioration, et il y a des axes d'amélioration et un meilleur enseignement serait nécessaire à mon avis pour pouvoir faire en sorte que l'on puisse avoir une reconnaissance et qu'on puisse beaucoup mieux travailler avec vous, parce que si on le souhaite à l'heure actuelle, il faut faire des diplômes en dehors de la formation de base. This is Pere Gascon from Barcelona Hospital Clinic, Spain. Je suis de Barcelone. J'ai deux questions. La première à voir avec la prise de poids, par exemple pour les malades qui ont des problèmes de pancréas. Quoi qu'on fasse, les problèmes continuent, même si on modifie la nutrition. Cela dit, on a les mêmes problèmes qu'en France. On a un manque de nutritionnistes, mais peut-être au moment du diagnostic, on pourrait faire une intervention, corriger les choses pour arriver à une perte de poids qui, à son tour, impacterait le résultat. Je parle des malades qui ont un cancer du pancréas. Chez ces patients qui ont un cancer du pancréas, c'est très difficile d'amener à ce qu'on ait une stabilisation du poids et une prise de poids encore beaucoup plus difficile. Alors d'un point de vue nutritionnel, à la prise en charge nutritionnelle, effectivement on peut se poser la question de savoir si ça a un impact dans ces cas-là. Ça peut avoir un impact à mon avis
dans la considération du repas, peut-être, où on peut sinon amener à ce qu'il y ait une prise de poids, une stabilisation du poids, cela peut-être, mais a priori ça reste assez difficile, amener en tout cas à ce qu'il y ait un rapport alimentaire qui soit changeant, et ça peut-être aussi être un bénéfice pour ces patients, un bénéfice dans la qualité de vie. Outre le fait qu'on va leur amener à ce qu'ils gagnent du poids, à ce qu'ils gagnent de la masse musculaire, le fait de pouvoir les accompagner dans un choix alimentaire, dans une prise alimentaire pour amener à un confort peut être important et peut être intéressant dans la qualité de vie. Je ne réponds pas vraiment à votre question parce qu'a priori, en tout cas, effectivement, on peut se poser la question de savoir si c'est parce qu'il y a un déficit de prise en charge nutritionnelle que, quelle que soit la prise en charge, on n'arrive pas à amener à ce qu'il y ait une prise de poids parce qu'on arrive à des cachexies qui sont très importantes et que de ce fait, c'est difficile de pouvoir revenir en arrière. Néanmoins, on peut considérer ça, à mon avis, de manière très facile, que si on est auprès de ces patients et si on les aide à faciliter la prise alimentaire, on amènera et on corrigera une qualité de vie. Enfin, on amènera à améliorer la qualité de vie, leur qualité de vie. Thank you. The other short question is that Merci. Mon autre question pour les patients qui ont un cancer du sein, certains documents suggèrent que si le patient a une prise de poids durant le traitement, eh bien, le résultat du traitement ne sera pas bon. Donc, ce n'est pas qu'une question esthétique, hein, c'est aussi une question du résultat du traitement. Vous avez mentionné dans un de vos tableaux que l'exercice, c'est-à-dire que si je veux perdre du poids, il faut que je garde ma bouche fermée et que je fasse de l'exercice. Le problème pour ces femmes qui ont un cancer du sein, certaines, elles sont surprotégées, elles mangent plus, elles sont extrêmement sédentaires et du coup, forcément, elles prennent du poids. Donc, je pense que certains exercices physiques pourraient être positifs aussi. Merci. Y a-t-il d'autres commentaires? Si ce n'est pas